Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce lundi 9 février. Voici les principales informations que nous allons développer. Elle est directrice de l'Institut du cancer depuis bientôt 3 ans, mais le docteur Teanini Tematahotoa serait sur le départ. Le ministère de la Santé chercherait à réformer l'organisation de l'ICPF et pourrait choisir un autre profil. Les dépôts des candidatures pour les prochaines élections municipales sont possibles depuis aujourd'hui. Dans cette édition, vous saurez comment les services de l'État valident les dossiers. Ce sera dans notre page spéciale politique. En plateau, dans cette page, nous recevons un candidat à la mairie de Aroué, soutenu par le parti Aherea Porinetia, Aritaya Taupua, et notre invité. La 23e édition du FIFO a débuté aujourd'hui à la Maison de la Culture avec près de 70 festivaliers. Cette première journée était exclusivement réservée aux élèves. L'événement se tient jusqu'à dimanche. Pour parler de la portée du FIFO dans les territoires du plus grand océan du monde, nous recevrons Véronique Roger-Lacan, l'ambassadrice de la France dans le Pacifique. Merci d'être avec nous. Elle a été nommée il y a bientôt 3 ans. Elle fait du bon travail et pourtant, elle pourrait être évincée. Le docteur Teanini Tematahotoa, directrice de l'Institut du cancer de Polynésie française, va rencontrer son ministre de tutelle, Cédric Mercadal, demain pour un probable entretien de fin de fonction. Le personnel de l'Institut a affirmé son soutien à l'actuelle directrice à travers un communiqué. Du côté des patients, le coup est dur à encaisser. Chiquita Teiva, Marcel Bonou. La nouvelle de l'éviction de Teanini Tematahotoa de l'Institut du cancer de Polynésie soulève bien des inquiétudes. Son équipe, composée d'oncologues, de médecins et d'infirmières, la soutiennent. Réunis ce lundi avec le collectif de patients Tumanaura, ils ne cachent pas leur consternation. On ne comprend pas que ce ministre remette en question et sans apporter plus de précision, remette en question cet institut qui, pour nous les malades, est le seul institut qui s'occupe réellement de nous, quoi. Créée en 2021, la mission de l'ICPF était de faire progresser la lutte contre le cancer et de mettre à disposition des patients les dernières innovations. La dernière en date étant le patient partenaire, un projet ô combien important. Est-ce qu'il y aura une continuité? Et en fait, ça, c'est vraiment très problématique. On ne sait pas par rapport à la gestion qui va être mise en place, mais nous, en tant que patients, on se sentait écoutés par l'ICPF et maintenant, on ne sait pas en fait. Natacha Helm, présidente de la Ligue contre le cancer, serait pressentie pour prendre la tête de l'ICPF. Non pas pour poursuivre les recherches, mais bien pour déployer des campagnes de prévention et de dépistage. L'idée de notre ministre, pour pallier aux difficultés de recruter du personnel compétent, ça serait de rattacher l'oncologie au pôle médical de l'hôpital et de confier la partie radiothérapie aux pharmaciens de l'hôpital. Alors là, moi, en tant que patient, je ne comprends pas. Le gouvernement veut-il réduire la voilure de l'ICPF? Rien n'est sûr. Contacté, le ministre n'a pas souhaité s'exprimer. En attendant, Teanini Tematahotoa sera reçu mardi par le président du pays. On ouvre désormais notre parenthèse politique avec la page spéciale des élections municipales. Les candidatures sont officiellement ouvertes au commissariat. Les listes peuvent être déposées et certains ont voulu le faire très rapidement, même s'ils ont jusqu'au jeudi 26 février, dernier délai. Après vérification du dossier, les conditions d'éligibilité seront validées par le bureau des élections. S'il y a un problème, les listes ont 4 jours pour faire des modifications. Ismaël Tahiata, Hubert Liao. Même pour un simple dépôt de candidature, ils ont décidé de prendre le ferry ensemble. Mo'oreamai'o, c'est 6 communes associées. Mo'oreamai'o à Tiamai, une liste apolitique. C'est aussi une démonstration comme quoi il y a cette unité, cette solidarité et l'on veut porter Moorea, je ne veux pas dire au plus haut niveau, mais là où il doit être. Erika est venue déposer la liste de l'île de Napuka, mais sans rendez-vous, c'est un peu compliqué. Ils m'ont dit simplement de patienter à l'extérieur, ils vont voir avec une personne qui pourra me recevoir, parce qu'apparemment il fallait prendre rendez-vous pour ça. Je vais patienter qu'on vienne me chercher,
Et j'espère qu'après, ils pourront prendre les dossiers d'inscription. Jerry et Tawira vérifient leur dossier une dernière fois. Ils représentent la liste Noroeste et Arapuest. Cette liste que je mets en place, on n'est pas politicien du tout, en toute honnêteté, donc on va essayer de faire. Hein. Donc ce que effectivement je souhaite, c'est que déposer c'est quelque chose, mais que ça soit validé c'est autre chose. Hein. Mais je fais confiance avec la petite équipe qui est menée donc, par cette directrice de campagne, Tawira Kang. J'ai confiance en eux. Tawira supervise la campagne et quand ça ne va pas, elle fait les modifications qui s'imposent. On a des problèmes de conformité de signature, il faut juste qu'on réajuste sur les déclarations de candidature et on doit ramener. Les listes ont 4 jours pour faire les changements demandés par le subdivision. Nous avons oublié de marquer juste une mention avec la signature. Donc là, nous sommes en train de faire pour toutes les listes, sinon le reste est bouclé. En 2020, il y avait 144 listes pour toute la Polynésie française, 69 pour les îles du Vent et 29 pour les îles sous le vent. On invite vraiment tous les candidats à s'y prendre bien en amont et de prendre rendez-vous tout de suite, enfin en tout cas dès cette première semaine, voilà, en sachant qu'il y aura une première commission de propagande intermédiaire le 19 février. Donc, voilà, donc on incite justement pour gérer les flux. Les listes des marquises et des îles sous le vent peuvent s'inscrire chez eux grâce aux équipes de l'État sur place. Date butoir, le 26 février à 18h. Et les élections municipales, ce sera le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour. Un scrutin de proximité, vous le savez, avec des enjeux très différents de ceux des législatives ou des territoriales. Aux citoyens que vous êtes, on s'intéresse ici aux compétences du conseil municipal et du premier magistrat de la commune, le Tavana. Bonsoir Rehena Djarian, vous êtes là pour nous éclairer. Quelles sont les responsabilités d'un maire? Bonsoir Marouki. Tout d'abord, le maire est responsable de l'environnement dans sa commune. Concrètement, il s'occupe de la distribution de l'eau potable, du traitement des eaux usées, mais aussi de la collecte et du traitement des déchets. C'est-à-dire que si l'eau vient à manquer ou si les déchets s'accumulent, eh bien c'est la commune qui doit agir. Le Tavana est également responsable de la sécurité dans sa commune. Il dirige la police municipale, il peut mettre en place des arrêtés pour la circulation ou la sécurité ou encore mettre en place des actions de prévention dans les quartiers. À savoir que le Tavana gère également tout ce qui touche directement à la vie des familles. Cela comprend l'entretien et la gestion des écoles primaires, la réhabilitation et la maintenance des routes dans les quartiers, la gestion des cimetières, la délivrance des actes de naissance ou encore l'organisation des mariages. Voilà donc en quelques lignes les grands axes de compétences d'un Tavana. Alors, une loi organique a été votée récemment au Parlement, portée d'ailleurs par nos sénateurs Lana Tetuanui et Tevaro Fritsch. Cette loi permet d'élargir les compétences des communes. Qu'est-ce qui change concrètement? Eh bien, nos Tavana ont désormais un champ d'action beaucoup plus large. Ils peuvent désormais plus facilement entamer des actions sociales telles que les aides au logement pour venir en aide aux familles dans le besoin, notamment en cas de catastrophe. Ils peuvent aussi soutenir directement des activités économiques communales, c'est-à-dire qu'ils peuvent contribuer au développement économique de la commune à travers les marchés locaux, l'artisanat ou encore le tourisme. Par ailleurs, ils peuvent aussi organiser des projets culturels ou des festivals locaux. À savoir qu'avant cette loi, eh bien, ces actions nécessitaient des longues démarches auprès du pays. Aujourd'hui, ces démarches sont facilitées. Les Tavana ont donc plus de liberté pour intervenir plus rapidement auprès de la population marocaine. Merci beaucoup Rehena Djarian pour toutes ces précisions. Et avant de recevoir l'un des candidats à la mairie de Haroué, on donne la parole aux citoyens, à ceux qui votent dans cette commune actuellement dirigée par Teura Iriti. Rehena Djarian et Hubert Liao ont tendu leur micro pour connaître les principales préoccupations. C'est plus pour les enfants, la sécurité au niveau du transport scolaire pour les enfants et les abris de bus. Surtout nous, du côté de Tefaro, on a ce souci-là où on n'a pas d'abri de bus pour nos enfants. Et quand il y a eu les fortes pluies là récemment, certains étaient sous la pluie. Faire un peu plus de rencontres interquartiers, comme ça a été fait en fin d'année 2025. Et je pense que ça a beaucoup manqué, surtout avec les temps qui courent, avec tous les désagréments liés on dit la drogue et tout, hein, tout ce qui se passe dans l'actualité. Pour moi, le problème dans la politique, c'est la corruption. À mon avis,
Dès que les élections sont finies, j'ai l'impression qu'on embauche plus facilement les entreprises privées du côté de la mairie. Et nous, le peuple, on ne nous embauche pas. Pourquoi on donne aux entreprises privées et pas au peuple? Alors qu'aujourd'hui était la première journée pour les dépôts des listes candidates aux prochaines municipales au commissariat, on revient sur les chiffres clés du scrutin de 2020. Il y a 6 ans, il y avait 144 listes validées et 581 candidatures individuelles dans les communes de moins de 1000 habitants. Sur le plateau avec nous, un candidat à la mairie de Aroué, tout nouveau en politique. Bonsoir, Aritaya Taupoua. Bonsoir Marouki. Vous êtes candidat à Aroué. Pas encore officiellement, car votre liste n'a pas encore été déposée ni validée par les services du Haut-Commissariat. Où est-ce que vous en êtes dans sa constitution? Alors, nous sommes encore en pleine constitution de notre liste. Et c'est un peu normal parce que on a lancé notre liste il n'y a pas longtemps. Hein, et on sillonne les quartiers petit à petit et on rencontre des gens qui veulent bien nous rejoindre. Voilà. Quand vous sillonnez les quartiers et que vous allez à la rencontre des habitants de Aroué, quelles sont les principales problématiques qu'ils vous font remonter, ces habitants? Les gens parlent beaucoup de tout ce qui est problème des abris de bus, hein, comme ça a été cité dans le reportage. Il y a aussi les trous dans les quartiers, sur les chemins privés et tout, où la commune peut intervenir aussi. Et ce qui est dommage. Il y a l'accession à la propriété. Beaucoup de logements de personnes qui payent tous les mois pendant plus de 40 ans ne sont pas encore propriétaires jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un réel problème. Comment vous pouvez changer les choses en tant qu'élu municipal? C'est vraiment de tout sortir les bails, les contrats qui ont été faits. Hein. Déjà, il y a plus de 40 ans. Hein, et puis, de revoir en fait les situations de chacun, hein, et de les résoudre juste pour arriver à terme. Parce que c'est un problème. Moi, je vois ça à Erima 1, 2 et 3. Et les habitants ils ne sont toujours pas propriétaires chez eux. Et ça, c'est un défi et je pense qu'on va y arriver. Si vous vous présentez à ces élections municipales, et d'ailleurs soutenu par Aheri Aporinitias, c'est que vous n'êtes pas content de la mandature de Teoura Iriti. Quelles sont les critiques que vous avez à formuler à son encontre? Je ne vais pas dire qu'on n'est pas content, c'est juste qu'on respecte totalement ce qu'elle a fait. Mais nous, on veut se lever parce que les habitants se sont quand même rapprochés de nous ont demandé si on ne court pas parce que il faut qu'il y ait de la jeunesse. Et justement, la liste que je mène, la majorité, c'est que des jeunes et des jeunes entrepreneurs en plus. Si on doit résumer, parce que vous êtes vous-même entrepreneur, quels seraient les 2-3 grands projets prioritaires d'après vous si vous êtes élu? Un des grands projets, c'est vraiment la jeunesse et l'économie, hein, parce qu'au niveau de la jeunesse, on a toujours prôné en fait d'accompagner en fait les jeunes entrepreneurs à monter leurs propres entreprises dans la commune. L'avantage que nous avons, c'est le dossier du CRSD, hein, les terrains militaires qui ont été rétrocédés à la commune, c'est de vraiment bâtir en fait des immeubles justement pour l'implantation de chaque porteur de projet à l'intérieur et de former nos jeunes, nos habitants de Aroué à ces métiers qui seront là pour qu'ils puissent en fait travailler dans notre commune. Et ça, c'est un grand avantage parce que ça va désengorger la ville, il y aura moins de circulation grâce à Aroué. Et donc créer une dynamique économique autour de cet endroit. Hein. Merci. Merci beaucoup, Aritaya Taupoua. Je rappelle que vous êtes candidat non officiel encore pour le moment à Aroué. Il vous reste encore à déposer votre dossier au commissariat. Merci encore. Merci Marouki. Et demain matin, en radio, on poursuit le tour de l'île de Tahiti des candidats tête de liste dans l'invité café plein phare sur Taiarapu Est avec Clarence Vernaudan, ancien Tavana, qui mène le Tapura Amui no Taiarapu Hiti a Aotera, et Béatrice Lucas, elle, qui est tête de liste de Te Uiapi Teora Noananhei. C'est ainsi que l'on referme notre page spéciale des municipales.
Environnement, des ateliers ont débuté aujourd'hui et se tiennent jusqu'à mercredi au CESEC pour lutter contre la pollution causée par les DCP. Il s'agit des dispositifs de concentration de poissons qui dérivent dans le Pacifique. D'après les estimations, il y en a 60 000 chaque année qui traversent les eaux polynésiennes. Régulièrement, ils s'échouent sur les côtes et les récifs, au Tuamotu notamment. Pendant 3 jours, scientifiques, États et professionnels de la pêche cherchent des solutions pour limiter leurs pertes et améliorer leur récupération. Au cœur des débats, faire assumer à l'industrie de la pêche le coût environnemental et financier de ces déchets. Lauriane Escal, chargée de recherche à la communauté du Pacifique. Les DCP restent un outil de pêche qui est très important pour beaucoup de pays et territoires insulaires du Pacifique, puisqu'ils peuvent rapporter des revenus au gouvernement jusqu'à 90% de leurs revenus de gouvernement. Mais à l'heure actuelle, la façon dont ils sont utilisés, ils peuvent être perdus et causer des dégâts environnementaux, de la pollution marine, et ça concerne tout le Pacifique. Une nouvelle filière va voir le jour à l'Université de la Polynésie. La licence Sciences de la transition écologique et sociétale, parcours océan et défis durables. L'objectif est de former les étudiants aux enjeux marins, de la biodiversité à l'économie bleue, appuyés par de grands organismes de recherche. La formation mise sur le terrain, l'innovation et les projets concrets. Patrick Capolsini, le vice-président de l'UPF, nous détaille le contenu de cette licence au micro de Marcel Bonneau. Ça va être très diversifié, en fait, c'est bien l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très multidisciplinaire. On va parler bien sûr d'écologie, de biologie, d'espèces marines, donc tout ce qui ressemble à la biologie, etc. Mais on va aussi parler d'économie. Comment on peut vivre de son océan. On va parler de culture, tout ce qui tourne autour de la culture, autour des océans. On va parler de la protection, bien entendu. Et on va bien entendu repositionner tout ça dans l'environnement de changement global, de changement climatique, de changements sociétaux au niveau de la planète entière. Donc voilà, d'énergie, voilà, tous les aspects qui sont liés à l'océan. On ouvre désormais notre page consacrée au FIFO. La 23e édition du FIFO, le Festival international du film documentaire océanien, a officiellement débuté à la Maison de la Culture. Elle se tient jusqu'à dimanche avec environ 70 festivaliers présents. Retour sur cette première journée de festival avec Mérénie Gomblin. Bonjour à tous. Aujourd'hui a eu lieu la conférence de presse d'ouverture du 23e FIFO à Tahiti. Elle marque donc l'ouverture de cette 23e édition à la Maison de la Culture, Te Whare Tauhiti Nui, jusqu'à dimanche. 32 documentaires seront projetés toute la semaine sur des thèmes divers qui concernent l'Océanie, comme la santé mentale, la marginalité ou encore l'affirmation identitaire des peuples indigènes. Et derrière le FIFO, c'est toute une équipe engagée pour continuer à faire vivre la voix des peuples autochtones à travers le cinéma. Une équipe sur laquelle peut compter Laura Théron, déléguée générale du FIFO. On l'écoute. On a une équipe de 3 interprètes en simultané, dont certains ont également travaillé sur la traduction et le sous-titrage des films en amont du festival. Et puis après, il y a toute l'équipe. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication, quelqu'un qui s'occupe de la logistique, quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de la coordination des scolaires, puisqu'on attend 6000 scolaires sur la semaine, donc c'est une grosse charge. Et puis ensuite, on a aussi plein de stagiaires qui sont intéressés par la communication, l'événementiel et l'audiovisuel. Et donc, ça nous permet d'être partout à la fois. Et c'est important parce que comme on occupe toute la Maison de la Culture, entre les salles d'atelier, les théâtres, etc., ça fait beaucoup d'espace sur lequel on doit être vigilant, présent et être certain que tout se passe bien. Cette journée était consacrée aux scolaires. Plus de 2000 élèves ont assisté aux projections aujourd'hui. Parmi eux, les élèves du lycée de Papara et puis les élèves du collège de Popo qui sont venus spécialement de Moorea tôt ce matin. Ils ont des motivations différentes pour assister à ce FIFO. On les écoute dans ce reportage qu'on a réalisé avec Jérôme Lee. Camille et ses camarades ne sont pas seulement spectateurs. Caméra en main, ces réalisateurs d'un jour mettent en pratique les enseignements de leur option cinéma. Une vocation se dessine peut-être, mais il y a un objectif plus immédiat, celui d'alimenter le journal de leur lycée. En classe de première, on est en train d'essayer de tenir un hebdo au lycée, un hebdo en film, en série de 10 minutes, format télévisé avec 3 sujets de 3 minutes. Et donc là, on essaie de faire un sujet sur la sortie FIFO. Donc les FIFO, les gens qui viennent au FIFO présenter leurs films, les ateliers qu'il y a aussi, pour essayer de caser un sujet de 3 minutes dans notre hebdo du lycée.
Plus de 2000 élèves ont assisté aujourd'hui aux projections sur les 6000 scolaires attendus cette semaine. Parmi eux, des collégiens venus de Mooria pour aborder des thématiques sociales comme le fléau de la méthamphétamine en Polynésie à travers le film Whenua Vice, projeté hors concours. On a envie de leur donner aussi une culture du film documentaire et particulièrement aujourd'hui parce que c'est sur le thème de la ICE et cet après-midi sur le harcèlement. Donc, ce sont des sujets qui nous intéressent et sur lesquels on parle au collège. Je suis assez contente de venir ici pour faire une nouvelle expérience et pour inciter nos camarades à voir l'ICE et qu'est-ce qui va se produire après. Cette 23e édition du FIFO rend hommage à Mariva Le, décédée récemment. Les projections se poursuivent toute la semaine à la Maison de la Culture et le public peut aussi voter pour son documentaire préféré. Alors nous sommes avec le président du jury du FIFO 2026 de cette 23e édition, Aaron Sala, qui nous vient de Hawaï. C'est une figure du tourisme régénératif là-bas et il a donc l'honneur de présider le jury cette année. Et avec lui, on va voir un petit peu ce qu'il pense de la sélection de films cette année et s'il est heureux d'être ici à Tahiti. Je suis très heureux, honoré d'être ici. J'ai vraiment hâte d'explorer la manière dont les cinéastes portent les récits des peuples du Pacifique avec mes collègues. Vraiment très heureux d'être là. Vous êtes connu à Hawaï comme un leader dans le tourisme régénératif et dans l'affirmation de l'identité des peuples autochtones. Comment est-ce que votre vision peut influencer votre choix dans la sélection finale des films? Je crois fermement et simplement que les histoires de nos océans peuvent éveiller le monde. Plus nous développons cette conscience des peuples du Pacifique, plus le monde comprend à quel point cet océan est divers et en même temps à quel point il nous unit les uns aux autres. Dans ces films, je vais m'intéresser à l'histoire racontée et au message derrière, mais aussi à la construction du documentaire, les couleurs, le cadre, le mouvement des plans, l'engagement du narrateur. Je serai très attentif à tous ces détails dans mon choix final. Thank you. Merci. Et pour parler du FIFO, avec nous, l'ambassadrice de la France dans le Pacifique. Bonsoir Véronique Roger-Lacan. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Le Pacifique, ça semble très loin pour l'Europe et pour l'Occident en général. Les problématiques sont ce qu'elles sont. Il y a la montée des eaux, l'érosion des côtes, la pêche industrielle, l'acculturation aussi et le chômage aussi. Mais est-ce que pour la France, soutenir ce coup de projecteur qu'est le FIFO, c'est essentiel? C'est essentiel. Ça fait 25 ans ou 23 ans que le FIFO existe et que la France soutient le FIFO à travers le Fonds Pacifique que je gère, qui est un fonds qui vise à intensifier la coopération entre les États du Pacifique et les territoires français du Pacifique. Et le FIFO est un instrument d'intégration régionale de ces territoires et de la Polynésie française. On le voit, il y a des nationalités de tout le Pacifique et c'est une émulation formidable. Justement, sur l'enveloppe qui est réservée à l'audiovisuel dans le Fonds Pacifique, est-ce qu'on a un montant et est-ce qu'on a un pré-bilan de ce qui s'est fait ces 2 dernières années? Parce qu'il y a des choses qui sont entamées. Alors, je suis venue il y a 2 ans et je crois que je suis venue sur ce plateau pour annoncer que nous avions été très sensibilisés à la question de la culture, de la préservation de la culture océanienne et à l'accès des générations, des jeunes générations à leur culture. Et on a cherché avec mes équipes, des collègues qui sont ici, à inventer un projet. Et avec les fondateurs du FIFO, Wallace Kotra et Remoana Mamatupava, à créer un projet qui corresponde à ce besoin. On a donc mobilisé d'abord Paris pour avoir des fonds, mobilisé d'autres États du Pacifique et nous avons l'Australie qui travaille avec nous et nous avons désormais un programme régional de soutien à l'audiovisuel océanien qui s'appelle Pacific Echoes et qui a deux parties. Une première partie qui est la digitalisation des archives du Pacifique, aussi bien les archives des organisations régionales du Pacifique, donc des archives politiques,
que des archives culturelles, et c'est ce qui est très important, parce que les tribus, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les tribus aux îles Salomon, les Tuvalu qui sont en train de disparaître à cause de la montée des eaux, toutes ces parties du Pacifique ont besoin de préserver leur histoire et de la transmettre. Donc tout ça sera digitalisé. On parle de combien d'argent pour ce programme ? Alors, on a un programme qui, aujourd'hui, est à 2 millions d'euros par an, avec des fonds français et des fonds australiens. Et on espère que d'autres contributeurs viendront. Nous avons vu Aaron Sala de Hawaï, et j'avais discuté avec lui il y a 6 mois. Ils sont intéressés. Les États-Unis pourraient aussi, on dit que les États-Unis se désengagent du Pacifique parce qu'ils ne traitent plus de changement climatique ou d'égalité des genres, mais on pourrait les sensibiliser au maintien de la culture océanienne. Et l'autre partie de ce programme régional océanien est le renforcement de l'industrie culturelle et créative océanienne. Parce qu'on voit que sur ces télés océaniennes, les radios, les télés, on a beaucoup de contenus américains, australiens, néo-zélandais, français. On a peu de contenus océaniens faits par l'Océanie, pour l'Océanie, et c'est ce qu'on cherche à préserver. Et les archives qu'on digitalisera pourront servir aussi de support pour la création de fiction, de documentaires. Et le FIFO, là, on boucle la boucle. On est venu il y a 2 ans, on a annoncé qu'on travaillerait sur ce programme. On est là 2 ans après pour annoncer que le programme est prêt, qu'il a des financements, qu'on continuera à travailler à des financements pour que cette culture océanienne soit celle de l'Océanie, mais qu'elle soit aussi diffusée à l'extérieur dans le monde. Merci beaucoup Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de la France pour le Pacifique. On retiendra donc que le programme régional de soutien à l'audiovisuel océanien a de belles ambitions. Merci encore. Merci à vous. Et on referme notre page du FIFO 2026. L'information principale de cette édition, le docteur Teanini Tematahotoa pourrait être démise de ses fonctions de directrice de l'Institut du cancer de Polynésie française. Elle doit rencontrer son ministre de tutelle demain, mais la rumeur a jeté un vent d'inquiétude au sein du personnel de l'ICPF qui a affirmé son soutien à la directrice dans un communiqué, tout comme les patients malades du cancer et qui sont accompagnés. Le personnel craint une remise en cause des actions menées collectivement ces 2 dernières années. Sur vos écrans, après ce journal, Polynésie la Première vous propose une soirée série avec 911 et Tropique criminel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se quitte sur l'hymne du FIFO, ce magnifique hymne. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.